Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le collectionneur de flèches de Christian Perfumo, lu par Fiorina Sage. À vous, chère lectrice, cher lecteur. Chapitre 1. Ici, regarde, vise-le en plein cœur, dis-je à Manuel pour que la balle entre juste à côté du sternum. J'appuyai mon index ganté de latex sur le t-shirt des Boca Juniors qui était maculé de sang. Sous le tissu, je sentis le kevlar souple du gilet pare-balles du policier grand et musclé qui se tenait debout depuis 20 minutes dans la position que nous lui avions indiquée. Manuel corrigea un peu la trajectoire et le point rouge du laser s'arrêta sur le bout de mon doigt. « Comme ça, parfait, ne bouge plus. Et toi, s'il te plaît, reste là. Nous en avons presque fini, » dis-je au policier qui acquiesça, le visage fermé. « Il y a beaucoup de vent ce soir. Il faut que nous soyons parfaitement coordonnés. Moi, je compte jusqu'à 3 et toi, tu tires. Prête ?» me demanda Manuel. « Prête, » répondis-je en sortant de ma poche le petit tube de plastique. 1, 2, 3. Je secouai le petit tube devant le policier et un nuage de talc révéla le ray rouge du laser. J'entendis le déclic de l'appareil de Manuel qui prenait des photos en rafale. « Prévenez, quoi !» s'écria la juge Delia Echeverria, exagérant une toux rauque. Le vent leur avait projeté le talc en plein visage, à elle et au médecin légiste. Ils bavardaient ensemble, à l'écart, à 5 mètres du policier au t-shirt de Boca. « Celle-ci est excellente, » dit Manuel en me montrant une des photos. Sur l'écran de son appareil, un laser rouge reliait d'une ligne parfaitement droite le torse du policier et la grille métallique de l'entrée, d'où nous pensions que l'agresseur avait tiré. « Oui, parfaite, » confirmai-je. « Il est donc à peu près clair que le tir a dû venir de derrière le portail. Sinon, l'angle ne serait pas bon. La grille était probablement fermée et on lui a tiré dessus de l'extérieur. « Tu veux que je fasse encore quelque chose ?» demanda Manuel. « On le refait, mais cette fois-ci avec lui à genoux, indiquai-je, en désignant le policier au t-shirt de Boca, celui que portait Mario Pérez au moment de sa mort. Le sous-officier d'1,83 m, la même taille que la victime, s'agenouilla silencieusement devant nous. Louis dit que, d'après l'autopsie, la balle est entrée par la poitrine, mais qu'elle est ressortie beaucoup plus bas, du côté de la hanche. Le plus probable est qu'il était agenouillé et qu'on lui a tiré dessus, d'en haut. 15 minutes plus tard, après de nouvelles projections de talc et autant de rafales de photos, estimant la reconstitution terminée, nous avons commencé à ranger tout notre équipement dans nos mallettes. Aux fenêtres des maisons voisines pointaient des têtes qui disparaissaient aussitôt qu'elles apercevaient les mots « brigade criminelle » au dos de nos gilets. « Qu'est-ce que tu fais, toi, après ?» me demanda Manuel tandis que je repliais le trépied auquel le laser avait été fixé. « Je retourne au tribunal pour rédiger le rapport. »« Mais il est 10 heures du soir. »« Il faut qu'il soit prêt pour demain, » dis-je tout bas, tout en désignant d'un geste la juge qui s'entretenait avec le médecin légiste au sujet des organes que la balle avait endommagés. « Et tu vas y passer toute la nuit ? S'il le faut, oui. Si tu veux, je t'aide. Et si on ne finit pas trop tard, on peut sortir boire un verre. »« Top là !» me dit Manuel en tendant sa main encore enveloppée dans un gant de latex bleu. « Je te remercie, mais je suis vraiment très fatiguée. Dès que j'aurai terminé le rapport, la seule chose dont j'aurai envie, ce sera de dormir. » Je restais silencieuse un moment, me demandant si je n'avais pas été trop dure avec Manuel. C'était un collègue de travail du genre de ceux que l'on a envie d'avoir à son chevet, parce qu'il est gentil et toujours prêt à aider. Mais en tant qu'homme, il ne m'attirait pas du tout. Et j'essayais de le lui faire savoir de la façon la moins blessante possible. Par chance, je fus interrompue par le téléphone qui vibrait dans ma poche. « Allô, inspecteur Badia ? Ici le sergent des Barneaux. Vous êtes très occupé ? Je suis en pleine reconstitution au laser, celle de l'affaire Pérez. Mais nous avons presque terminé. Il s'est passé quelque chose ? Un homicide dans la rue Estrada. Je viens de pénétrer dans la maison et de le constater. Un homme dans les 35 ans. Surtout, ne touchez absolument à rien, j'arrive tout de suite. Rue Estrada, quel numéro ? Au 1423, en face de l'école numéro 5. À ces mots, mon sang ne fit qu'un tour. La grande maison en pierre ? Oui. Merde ! Pardon, inspecteur ? Lança des Barneaux au bout du fil. Non, rien. La victime a les cheveux courts, bruns, un peu poivre et sel ? Oui, je suis presque sûre que c'est le propriétaire d'Impeccable, le magasin de produits d'entretien. Vous voulez que je fouille ses poches pour voir si je trouve une pièce d'identité ? Non, ne touchez à rien, j'arrive tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui était la victime. Je savais pertinemment qu'il s'appelait Julio Ortega. Je le savais parce qu'il avait été mon petit ami au lycée et parce que, 2 mois plus tôt, nous avions passé la nuit ensemble, dans la maison où l'on venait de le retrouver mort.
Chapitre 2. À l'extérieur de la bâtisse en pierre, dans la rue Estrada, le véhicule personnel du commissaire Lamuedra était stationné entre deux voitures de patrouille. Je saluai les deux policiers postés devant la porte ouverte de la maison. L'un d'eux, rondouillard et habillé en civil, était Desbarneaux, celui qui avait téléphoné pour me prévenir. J'entrai en regardant autour de moi. « Comment vas-tu, Laurita ?» me demanda Lamuedra en me posant un baiser sur la joue. « Bien, commissaire. Et vous ?»« Eh bien, on me fait travailler après 10 heures du soir. Ça pourra aller mieux. Le corps se trouve dans la salle à manger. Viens, entre. Attention à ça. » Trop tard, avant que le commissaire ne termine sa phrase, je m'étais déjà engagée à l'intérieur de la maison et j'entendis un craquement. J'avais sous les pieds un tas de débris de verre qui se trouvait sous la fenêtre de l'entrée à côté de la porte. Mon pied frôlait un balai en fibre de plastique que la police avait certainement utilisé pour assembler les éclats de verre. « Qui a balayé le verre ? Je vous ai dit au téléphone de ne toucher à rien, Desbarneaux. Vous ne savez pas que c'est comme ça qu'on pourrait perdre des empreintes digitales ? Le balai était déjà là quand le corps a été découvert. Personne n'a touché à rien. Jusqu'à maintenant, ajouta-t-il en regardant mon pied. « Ils sont entrés par là ?» demandai-je en montrant la fenêtre masquée par un épais rideau rouge. Lamuedra fit non d'un signe de tête et écarta le tissu. La fenêtre qui donnait sur la rue avait les volets fermés et la vitre était intacte. « Alors, d'où viennent ces morceaux de verre ? » « Ici, l'experte de la crime, c'est vous, » répondit le commissaire en haussant les épaules. D'un mouvement de tête, il me fit signe de le suivre et nous pénétrâmes dans la maison. Le couloir qui conduisait de l'entrée à la salle à manger avait changé depuis ma visite qui remontait à 2 mois. Sur le mur, il n'y avait plus aucune photo de Julio avec sa fiancée, celle du glacier, de Buzios ou des chutes d'Iguassou. En revanche, les 2 où Julio était seul à Buenos Aires, devant l'obélisque et au stade de River, y étaient encore accrochés. Dans la salle à manger, les policiers avaient allumé toutes les lumières. À l'inverse des films policiers où les scènes de crime restent plongées dans une semi-obscurité, dans la vraie vie, les enquêteurs les éclairent au maximum pour mieux comprendre l'histoire que raconte le cadavre et les objets qui l'entourent. Cela ne m'empêcha pas de ne voir aucun corps, juste des meubles. Une table ovale avec 6 chaises en bois massif et un canapé beige qui tournait le dos au reste de la pièce et faisait face à l'énorme téléviseur fixé au mur. Les mêmes meubles que 2 mois plus tôt. Le commissaire me montra le canapé et me fit signe de le suivre. En le contournant, je vis d'abord apparaître les pieds chaussés de mocassins beige, puis le pantalon bleu, la chemise blanche et finalement la tête de Julio. Il avait les yeux ouverts et le visage défiguré par les coups qu'il avait reçus. Le corps était en position fétale, les mains entre les genoux, couché sur le côté gauche. Une position qu'il avait sans doute adoptée à cause de la douleur, ému par l'instinct de protéger ses organes vitaux des coups. « Qui l'a trouvé ?» demandai-je en détournant les yeux. « C'est Desbarneaux qui l'a découvert, par hasard, » expliqua le commissaire en montrant du pouce la porte d'entrée. Il n'était pas en service. Il passait par là en voiture et il a été étonné de voir la porte ouverte par une nuit si froide et si venteuse. Il s'est arrêté, il a attendu un moment et comme il ne voyait rien bouger, il est entré. « Il n'a vraiment touché à rien ?»« Non, Laurita, il n'a touché à rien, » répondit le commissaire d'un ton condescendant. Je m'agenouillai dans un coin de la pièce, je posai au sol la mallette que j'avais apportée et je l'ouvris. J'enfilai une paire de gants en latex et respirai profondément plusieurs fois, tout en feignant d'observer la salle à manger dans ses moindres détails. Quand j'eus rassemblé assez de force pour m'en sentir le courage, je m'accroupis, m'apprêtant à me pencher sur le corps de celui qui avait été mon petit ami pendant mon adolescence et plus récemment, mon coup d'un soir. Son visage était couvert de coupures et d'échymoses, comme celui d'un boxeur à la fin d'un combat. En soulevant sa lèvre supérieure, je remarquai qu'il lui manquait ses 2 dents de devant. Les traces de sang sur sa chemise blanche étaient de taille variable, allant de grosses gouttes qui lui avaient dégouliné sur le torse à de fines éclaboussures dispersées au gré des multiples coups qu'il avait reçus. Ses mains étaient tout ensanglantées. En les examinant de près, je remarquai une petite blessure circulaire au dos de chacune d'elles. Mais avec tout ce sang, il était impossible d'en déterminer la cause. Le médecin légiste allait certainement tirer tout cela au clair au cours de l'autopsie. Je sortis mon appareil photo de sa sacoche et je pris le corps en gros plan sous différents angles. Je pris également plusieurs clichés du visage et des mains, puis je me reculai pour photographier l'ensemble de la scène. Derrière le canapé, sur un côté de la table ovale, un meuble énorme d'une autre époque laissait entrevoir une collection de verres à vin et de verres à whisky. Ils étaient tous intacts. J'examinais toutes les fenêtres de la maison sans parvenir à trouver l'origine des débris de verre qui étaient rassemblés dans l'entrée. « Il y a aussi du sang ici !» s'écria Desbarneaux depuis le couloir par lequel nous étions entrés. Je trouvai le sergent penché, montrant d'un de ses doigts boursouflés une tache ocre sur le sol.
D'après sa forme circulaire et les petites éclaboussures autour, j'en déduisis qu'il s'agissait d'une goutte tombée d'assez haut. Sachant qu'elle était loin du corps, elle avait très probablement dû tomber des mains ensanglantées de l'agresseur tandis qu'il prenait la fuite. Ou alors, peut-être Rulio, en tentant de se défendre. Avait-il réussi à blesser son assassin? Je pris plusieurs photos de la goutte avant de la toucher avec le bout d'un écouvillon en coton. Elle était complètement sèche. Je la grattai avec la lame d'un couteau et recueillis les petites croûtes marron dans un petit tube pour les faire analyser au laboratoire. Nous eûmes beau scruter chaque millimètre carré du reste de la maison, nous ne trouvâmes aucune autre trace de sang. Je pris encore quelques photos du cadavre avant de donner l'ordre d'appeler les pompiers pour faire transférer le corps à la morgue. En les attendant, je retournai voir les éclats de verre qui se trouvaient près de la porte d'entrée, sous la fenêtre restée intacte. Je sortis de ma mallette une boîte de sachets plastiques hermétiques et ramassai un à un tous les débris. J'en comptais plus de 50. Le seul meuble du petit hall d'entrée était un bahut d'angle avec une porte vitrée, parfaitement intacte elle aussi. Je me penchai pour m'assurer qu'aucun débris n'était resté en dessous. Bien m'en prit, car quelque chose me renvoya l'éclat de ma lampe torche. Je tâtai le sol de ma main gantée jusqu'à sentir sous mes doigts un objet qui me sembla trop irrégulier pour qu'il pût s'agir d'un morceau de verre. En le posant sur la paume de ma main, je découvris que c'était une pointe de flèche d'environ 5 cm de long. L'objet était magnifique. Il avait la forme d'une larme et décomposait la lumière de ma torche en reflets irisés comme la nacre à l'intérieur d'une moule. Je n'en avais jamais vu aucune de cette couleur. Les Tehuelches, le peuple originaire de cette région de la Patagonie, en fabriquaient des ocres, des jaunes, des noires, blanches, vertes et même transparentes. Mais je n'en avais jamais vu d'iridescentes comme celle-là. Chapitre 3. J'entrai dans le tribunal et retirai mon manteau tout en me dirigeant vers mon laboratoire. J'ouvris la porte et depuis le seuil, je le jetai sur une chaise. Je revins dans le couloir et grimpai les marches 4 à 4. Comme tous les matins, en tournant à droite, je me trouvai devant Isabelle Moreno qui avait le regard rivé sur son téléphone. « Tu es en retard », me dit-elle en souriant. « Ah bon ? Pas possible. Ils sont déjà tous à l'intérieur. » D'un de ses très longs ongles vernis de rose fuchsia, elle m'indiqua la porte en bois qui donnait dans le bureau de la juge. « Attends, où vas-tu » lança-t-elle derrière moi, en haussant le ton. « Où veux-tu que j'aille ? Il y a une réunion au sujet d'une affaire. Je dois assister à cette réunion. Je vais à la réunion. Si tu ne comprends pas, je peux te faire un dessin. Tu ne peux pas entrer si je ne t'annonce pas d'abord. Ce n'est pas pour rien que la juge a une secrétaire, tu ne crois pas ?» C'était le même numéro chaque putain de fois que j'adressais la parole à Isabelle Moreno. Dans ma tête, quand je pensais à elle, je la dénommais la harpie, un surnom dont je n'avais encore jamais parlé à personne. Cette quadragénaire occupait un emploi administratif au tribunal depuis plus d'une vingtaine d'années. Il s'avérait qu'elle était l'employée qui avait le plus d'ancienneté, ce qui, selon elle, lui conférait des droits qui n'étaient pourtant écrits nulle part. « Tu n'as pas besoin de m'annoncer, on m'attend », précisai-je. « Tu comptes peut-être m'expliquer comment je dois faire mon travail ?» Le fait qu'un homme l'ait quitté pour moi 2 ans plus tôt ne nous aidait pas non plus à entretenir de bonnes relations. « Ne m'emmerde pas en début de journée, Isabelle !» lui répondis-je en ouvrant la porte du bureau. « Enfin !» s'écria la juge Delia Echeverria en levant les yeux de ses papiers. « Bonjour, excusez mon retard », glissai-je en adressant un sourire forcé à la juge et aux 2 hommes qui étaient assis de l'autre côté de son bureau, le commissaire Lamuedra et le sergent de Barneau, qui avait découvert le cadavre de Julio Ortega. Une très grande baie vitrée offrait une vue merveilleuse sur la ria dont les reflets variaient du gris plombé au turquoise en fonction du ciel, du vent et de la marée. Ce matin-là, la mer était bleu sombre, agitée par le courant d'ouest de la marée montante. De l'autre côté de la ria, la rive sud complètement inhabitée s'étendait à perte de vue. La seule construction visible était une maison abandonnée qui, en d'autres temps, avait appartenu à un pêcheur. À moins d'1 kilomètre vers l'ouest, défiant la gravité, se dressait une énorme roche volcanique en forme de Y que nous appelions la pierre Toba. Voyant qu'il n'y avait plus de chaise libre, le commissaire Lamuedra fit mine de se lever pour me céder la sienne. Je lui dis avec insistance que ce n'était pas la peine et m'installai sur un énorme coffre-fort en fer placé à côté de la fenêtre sous un tableau qui renfermait, bien que je ne sache pas où, la combinaison permettant de débloquer le mécanisme de sécurité. Le sergent vient de commencer à nous raconter comment le corps a été découvert. Desbarneaux, reprenez depuis le début, afin que l'officier Badia dispose de tous les éléments. Il acquiesça et prit un air solennel. Hier après-midi, je faisais ma ronde à pied avec le lieutenant Vilches dans la partie ancienne du village. Celle où se trouve la maison d'Ortega ? Oui,
Il devait être environ 16h15 lorsque nous l'avons commencé. Vers 16h30, nous sommes passés devant la maison d'Ortega et nous avons constaté que la porte était ouverte. Je m'en souviens parfaitement, car nous avons échangé quelques plaisanteries sur le froid qu'il devait faire dans la maison. De Barneau n'avait pas encore 30 ans, mais il parlait toujours avec le sérieux imperturbable des policiers d'autrefois. Ce n'est pas à l'académie de police, mais dans sa famille qu'il avait appris ces tournures de phrases et ce vocabulaire. Son père, l'officier de police de Barneau, avait été promu commissaire dans les années 80. Et 30 ans plus tard, les policiers de Puerto Deseado parlaient encore du sens de la justice de cet homme qui n'hésitait pas à user de la manière forte quand il l'estimait nécessaire. « Et vous n'avez pas eu l'idée de frapper à la porte pour voir si tout allait bien ?» demanda la Miedra. Une demi-heure plus tard, il allait faire nuit. Il ne vous a pas semblé bizarre que quelqu'un laisse sa porte ouverte en plein hiver ? Non, je dois vous avouer que nous ne nous sommes pas posé la question. Si vous aviez frappé, continua la Miedra, mais il laissa sa phrase en suspens après un signe conciliant de la juge. Vous n'allez tout de même pas me rendre responsable, commissaire ? Cette réponse aurait coûté cher à n'importe quel autre sous-officier. Mais Mariano de Barneau avait acquis un statut privilégié au sein du commissariat. Porter ce nom lui permettait d'évoluer assez librement de part et d'autre de la cloison de verre plus ou moins transparente qui séparait les officiers et les sous-officiers dans tous les corps de l'armée. « Continuez, s'il vous plaît », intervint Echeverria. « Le soir, à la fin de ma ronde, je suis parti jouer au football. Avec plusieurs collègues du commissariat, nous avons formé une équipe et nous participons en ce moment à un tournoi. En sortant du match, j'ai fait un crochet par la maison d'Ortega. Au fond, si j'y suis retournée, c'est sans doute parce que cette question de la porte m'avait intriguée. Et elle était toujours ouverte, supposai-je. Exactement. Il faisait déjà noir depuis 5 heures. Par un froid pareil, il devait obligatoirement s'être passé quelque chose de bizarre. Et là, il était quelle heure ? Le match s'est terminé à 10 heures, donc il devait être 10h20. J'ai garé ma voiture devant la maison et j'ai frappé plusieurs fois à la porte ouverte avant d'entrer. Des Barneau prit une inspiration avant de continuer. Sa voix était ferme et son expression dure. Il semblait vouloir mettre un point d'honneur à démontrer au commissaire et à la juge qu'il avait trop de cran pour s'être laissé démonter par l'horreur de la scène qu'il avait découverte. En entrant dans la maison, j'ai découvert le corps d'Ortega. Et c'est à ce moment-là que vous avez prévenu le commissariat ? Oui, aussitôt après avoir pris son pouls et constaté qu'il était mort. Et vous avez fouillé le reste de la maison ? Non, car je ne portais pas mon arme de service. L'agresseur pouvait encore se trouver sur place. Nous savons maintenant que ce n'était pas le cas, remarquai-je. Le sang était coagulé depuis des heures. En outre, la porte était ouverte depuis au moins 5 heures. C'est facile à dire, à l'heure qu'il est, mais le sous-officier l'ignorait à ce moment-là, intervint la juge. Des Barneau continua à parler, ignorant mon intervention et la perche que lui tendait Echeverria, pour ne pas me mettre en porte-à-faux devant la juge ou pour éviter d'admettre qu'il avait eu peur de fouiller la maison. La suite, vous la connaissez déjà. 10 minutes plus tard, nous étions tous les 4 dans cette salle à manger. Chapitre 4. La juge remercia de Barneau pour son rapport et le commissaire lui dit qu'il pouvait retourner vaquer à ses obligations. Quand nous nous retrouvâmes seuls, tous les 3 dans le bureau, Echeverria prit la parole en s'adressant à moi, mais en regardant la Miedra. « Nous voulons, le commissaire et moi, que ce soit toi, Laura, qui te charge de cette affaire. Bien sûr, je pars tout de suite au laboratoire pour analyser les indices. Je ne te parle pas de ça. Bon, pas uniquement de ça. Je ne comprends pas, ajoutai-je, même si j'avais parfaitement compris. Nous voulons que tu officies avec tes 2 casquettes. Celle d'experte en criminologie, pour que tu analyses les preuves, et celle de policier, pour que tu recueilles les déclarations des témoins, que tu interroges les voisins, tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Mais cela fait presque 3 ans que je ne travaille plus comme policier. Le commissaire lâcha un soupir. Il faut vraiment que je te rappelle que tu es policier et que tu n'es que détaché au laboratoire médico-légal du tribunal. Détaché, insista-t-il. Voyons voir, intervint Echeverria. Dis-moi, Laura, pourquoi as-tu accepté de venir travailler au tribunal ? Il y a de cela 3 ans. Je la regardais consternée. Elle connaissait parfaitement la réponse à cette question. Parce qu'ici, je peux consacrer la majeure partie de mon temps à l'activité de légiste. Dans la police, même lorsque nous sommes occupés à enquêter sur un homicide, on nous impose toujours des milliers d'autres tâches qui ne m'intéressent pas du tout. Des patrouilles, des gardes, des interventions de sécurité.
Tout cela n'a aucun rapport avec les crimes commis avec violence et ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Je crois qu'au tribunal, je fais un travail plus utile qu'au commissariat. Lamuedra encaissa mes paroles sans broncher. Je pensais qu'il trouverait quelque chose à me répondre, mais il se contenta de regarder la juge et d'acquiescer, comme s'il donnait son accord à ce qui se préparait. « Laura, » reprit Echeverria, « ton contrat de détachement prend fin dans moins d'1 an. Comme le commissaire Lamuedra et moi-même pensons que tes talents sont plus adaptés au service du tribunal, nous aimerions te proposer un transfert définitif. Cela te garantirait un poste de légiste pratiquement à vie. Nous pouvons opérer ton transfert dès que tu auras bouclé cette affaire, ajouta le commissaire. Je souris, tandis que je décodais tout cela. Si je ne connaissais pas Echeverria et Lamuedra, j'aurais interprété leurs propos comme un encouragement, une façon de m'insuffler le courage de me charger de cette enquête. Mais nous savions tous les trois que pour une situation de ce genre, cette incitation n'était pas nécessaire. Ils étaient mes supérieurs, et s'ils me donnaient un ordre, je n'avais pas d'autre solution que de l'exécuter. Ce qu'ils avaient voulu dire, en réalité, ce n'était pas qu'ils m'accorderaient ce transfert si j'acceptais de me charger de l'enquête. Leurs propos étaient en fait à lire à l'envers. À la moindre réticence de ma part, ce transfert, je pouvais l'oublier. « Tu es ce qui se fait de mieux au commissariat en ce moment », ajouta le commissaire en me tapotant l'épaule. La première chose qui me vint à l'esprit fut de m'inventer une excuse. Un mensonge qui mettrait en évidence que je ne devais pas me charger de cette enquête. Mais il allait sembler plus que louche qu'un officier, quel que soit son rang, ne profite pas d'une telle occasion. Et, plus que quiconque, moi qui, en plus d'être policier, était criminologue. Non, il n'y avait pas de mensonge qui tienne. Si je voulais me défiler, il fallait leur dire la vérité, leur expliquer que j'avais eu des relations avec la victime à peine 2 mois plus tôt, ce qui représentait un conflit d'intérêts monumental qui aurait l'effet d'une bombe. Alors oui, on m'écarterait totalement de l'enquête, à la fois en tant que policier et en tant que légiste. Mais voulais-je vraiment me défiler ? Voulais-je vraiment n'être qu'une simple spectatrice et n'assister que sur le banc des remplaçants à cette enquête qui promettait d'être une des plus intéressantes de ces dernières années ? En outre, ajouta Lamuedra, ce crétin d'officier Ruiz vient de se fracturer le tibia et le péroné en jouant au football. Et l'inspectrice Pelaes est en congé maternité. Je me réjouis de voir que si vous faites appel à moi, c'est parce que vous n'avez pas d'autre solution. « Toi alors, tu n'es jamais contente de rien !» s'écria le commissaire furieux. « Si je te demande de retourner travailler au commissariat, tu t'énerves, et si je ne te le demande pas, tu t'énerves aussi. » Je n'eus pas le temps de lui répondre. On frappa à la porte du bureau. C'était Emmanuel Locane, l'expert du tribunal, qui nous salua d'un geste et prit place sur la chaise sur laquelle Desbarneaux était assis 5 minutes plus tôt. « Locane, c'est l'officier Badia qui sera en charge de l'enquête, » trancha la juge. « Que savons-nous de la victime ? Depuis hier soir et jusqu'à présent, je ne dispose que des informations que j'ai pu glaner sur Internet, » répondit Manuel en ouvrant un laptop sur le bureau. « Essentiellement sur les réseaux sociaux. Il va falloir échanger avec les gens pour confirmer et enrichir ces informations. » L'expert passa sa main sur son crâne rasé comme pour recoiffer une chevelure imaginaire. Puis il se mit à pianoter sur le clavier à la vitesse de la lumière. Julio Ortega, argentin, 43 ans, propriétaire de l'impeccable commerce situé rue Sarmiento, vend des produits d'entretien. Je suppose que ces derniers temps, ça ne marchait pas très fort car sur Facebook, il avait publié des dizaines d'offres de liquidation. Apparemment, cette boutique n'avait plus beaucoup de temps à vivre. « Célibataire ?» demanda Lamuedra. « Oui, si l'on en croit son profil Facebook. Il entretenait une relation avec Noélia Guillon. Il semble qu'ils étaient ensemble depuis des années. »« Vous avez déjà prévenu sa fiancée ?» demandai-je en leur tournant le dos, feignant de m'intéresser au tableau placé au-dessus du coffre-fort, qui représentait un bar dont les clients n'étaient pas des humains mais des numéros, dotés de petits bras et de petites jambes. Mon préféré était un 8, coiffé d'un sombrero mexicain, accoudé au bar devant un petit verre de tequila. Depuis le jour où j'avais entendu une conversation que je n'aurais pas dû entendre, chaque fois que je regardais ce tableau, je me demandais quel était le lien exact, caché derrière ces numéros, avec la combinaison qui ouvrait la serrure du coffre, située 1 mètre en dessous. Non, parce qu'elle n'a pas de lien familial direct, précisa Echeverria. Si elle était l'épouse, ce serait différent. Il semblerait que Noélia Guillon soit partie en voyage, intervint Manuel. Depuis 3 jours, elle n'arrête pas de publier des photos des chutes d'Iguassou sur les réseaux sociaux. Et avec qui est-elle sur ces photos ? S'enquit Lamuedra. Elle est seule. Bon, l'officier Badia va se charger de la contacter pour la prévenir. Mais elle n'a pas de lien familial direct, répondis-je, faisant écho aux propos de la juge.
Ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligés de la prévenir, mais faisons preuve d'un peu de bon sens. Il vaut mieux qu'elle apprenne par nous plutôt que d'une autre façon. Vous n'êtes pas d'accord, madame la juge ? Tout à fait, dit Echeverria. Laura, tu te charges de la prévenir. J'acquiesçais de 3 hochements de tête, répétant mentalement le même mot. Merde, à chacun de ses mouvements. Donc, quels membres de sa famille savent qu'Ortega est mort ? Questionna la Muedra. Nous n'avons pas pu trouver de parents en ligne directe, précisa la juge. À cet effet, nous avons enregistré une annonce qui devrait commencer à passer à la radio ce matin. Ses parents sont morts quand il était très jeune, ajoutai-je. Et ça ? Comment le sais-tu, toi ? Quand j'étais au lycée, Ortega était une sorte de sex-symbole du village. Le garçon rebelle, à vingtaine, dont rêvaient toutes les adolescentes. Et dans un petit village comme le nôtre, sa biographie n'avait plus aucun secret pour la plupart de ses admiratrices. Et toi, tu étais une de ses admiratrices, me dit Manuel. Badia, tu as d'autres infos sur Ortega ? Reprit la Muedra. Pas grand-chose, répondis-je, l'estomac noué de cacher des informations à mes supérieurs directs. S'ils en venaient à découvrir que nous avions eu un petit flirt d'adolescent, ce ne serait pas grave. Mais ce serait tout autre chose pour l'histoire qui remontait à 2 mois. Il avait l'air d'aimer profiter de la vie, ajouta Manuel, me sortant de mes pensées. Il postait des photos des bières d'importation, des whisky et des vins qu'il buvait. En plus, je dirais qu'il était accro au jeu. Sur son profil, il a publié les gains qu'il a obtenus sur plusieurs applications de paris en ligne. Il postait aussi des photos de lui posant devant la porte des différents casinos qu'il fréquentait. Mar del Plata, Puerto Madero, Comodoro, Madryn et logiquement celui de Puerto Deseado. Voilà un bon endroit pour commencer les recherches. Surtout si sa relation au jeu était pathologique. Badia, je veux que tu vérifies si Ortega devait de l'argent à quelqu'un. J'acquiesçais, un peu troublé. Même si l'hédonisme de Julio ne me surprenait pas, j'ignorais complètement qu'il était accro au jeu. Rien d'autre à ajouter ? Demanda la juge en nous regardant tous les 3. Il y a quelque chose qui ne colle pas, intervins-je. Ce balai et ces éclats de verre dans l'entrée de la maison. Il n'y a aucune fenêtre, ni tableau, ni porte fracturée. D'où sont-ils sortis ? Ils n'ont peut-être rien à voir avec l'affaire. Si ça se trouve, Ortega avait cassé quelque chose et il était en train de balayer quand on est entré l'attaquer. Oui, mais qu'est-ce qu'il a cassé ? D'où proviennent tous ces débris ? Et ce qui est curieux aussi, c'est cette pointe de flèche que j'ai trouvée sous le petit bahut. Tu n'as qu'à creuser cela si ça te semble important, Laura. Je te le répète, c'est toi qui gères l'enquête, trancha la juge, signifiant ainsi que la réunion était terminée. La première chose que je fis en sortant du bureau fut d'ouvrir Facebook sur mon téléphone et de supprimer Julio Ortega de ma liste d'amis. La deuxième fut de localiser De Barno et de le charger d'annoncer le décès à la fiancée de la victime, arguant que, comme c'était lui qui avait découvert le cadavre, c'était la façon la plus délicate d'agir. Il tenta de me persuader de le faire moi-même, mais j'insistais tant qu'il accepta finalement, à contre-cœur. Dans une autre situation, je lui aurais mis les points sur les i. Comme la fois où j'avais dit au capitaine Ramirez que si ça lui posait un problème d'accepter les ordres d'une femme, je lui proposais de lui prêter de l'argent pour qu'il s'achète un billet pour le XXIe siècle. Mais avec De Barno, je ne trouvais pas la moindre chose originale à dire. Tout ce qui m'importait était de ne pas devoir annoncer moi-même la nouvelle à la fiancée de Julio. Chapitre 5. La porte de mon laboratoire du tribunal s'ouvrit si soudainement que le morceau de verre que j'avais dans la main m'échappa, tomba sur la table en inox et se cassa en 2. C'était Manuel. « Dis, mon petit, on ne t'a pas appris à frapper ? Excuse-moi, je n'ai pas voulu. » Mais ses paroles restèrent en suspens quand son regard se posa sur la table sur laquelle j'étais penchée depuis plus d'1 heure. « Toi, tu dois être forte en puzzle. » Après avoir passé de la poudre pour révéler d'éventuelles empreintes digitales sur chacun des morceaux de verre, qui étaient finalement au nombre de 53, je les avais disposés sur la table et j'avais réussi à reconstruire un rectangle de 60 cm sur 40. Comme pour les vrais puzzles, j'avais commencé par les bords et maintenant, le plus dur restait à faire, trouver où allaient les pièces du centre. Même si cela n'était plus tellement urgent. L'important pour moi, c'était les dimensions de la vitre d'origine. « Je vois que tu as découvert quelques empreintes, » reprit Manuel, en montrant les morceaux de verre tachés de poudre noire. « Oui, il y en a plusieurs. Beaucoup d'entre elles semblent être celles d'Ortega, mais il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Ces 4-là, sur un des côtés, par exemple. » Et je montrai les rectangles transparents laissés par la poudre sur le ruban adhésif lors du relevé des empreintes. « Et tu sais déjà d'où provient le verre ? »
demanda Manuel. J'ai une hypothèse, mais rien de sûr. Ah oui? C'est bien, car moi, des hypothèses, je n'en ai aucune. Un sourire pincé se dessina sur son visage. Puis il mit la main dans la poche de son jean et en sortit le téléphone de Julio que je lui avais confié pour qu'il l'analyse. Par contre, j'ai une réponse. Alors ne me dis pas que je n'ai pas mérité de sortir boire un verre avec toi un de ces soirs. 69, 69. Quoi? C'est le nouveau code PIN que j'ai entré dans son téléphone. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose et que j'ai une bonne raison de te supporter, lançai-je en riant. Bien sûr que j'ai trouvé quelque chose. Sinon, je ne viendrais pas vous embêter, madame l'officier. Manuel entra le code PIN et me montra une photo sur le petit écran. On y voyait un encadrement de pointes de flèches sur un fond de velours rouge. J'en avais déjà vu beaucoup de ce genre. En Patagonie, il y avait des milliers de gens qui s'amusaient à chercher des flèches taillées par les Tehuelches, et une de leurs façons préférées de les exposer était de les disposer dans des cadres, comme celui qu'il y avait sur cette photographie. Dans le cas présent, les flèches étaient disposées sous forme d'un triangle de 12 pièces, 5 sur chaque sommet, au centre duquel il y avait une pointe un peu plus large que les autres. Je zoomais sur l'écran et j'examinais les flèches une par une. Il y en avait 13 au total, toutes en forme de larmes et de la même nuance irisée, identiques à celles que j'avais trouvées sur la scène du crime. Le reflet renvoyé par le coin de l'encadrement montrait que les pièces étaient protégées par une vitre, dont j'estimais qu'elle avait approximativement les mêmes dimensions que celles que j'étais en train de reconstituer sur ma table. « Il faut montrer ça à la juge, dis-je. Tu te manifestes un peu tard, je lui ai déjà montré. Et qu'a-t-elle dit ? Qu'elle va envoyer la photo à un ami archéologue de Buenos Aires, bien que je ne pense pas qu'avec ça on arrive à grand-chose. Moi non plus, et je ne pouvais pas me tromper plus lourdement. Chapitre 6. Il faisait si froid ce matin-là qu'en pénétrant dans la morgue du tribunal, par contraste, l'atmosphère m'y sembla chaude. Vu du dehors, cet endroit où étaient pratiquées toutes les autopsies ressemblait plus à un garage qu'à autre chose. Et en fait, il avait même les dimensions d'un garage. Une fois à l'intérieur, quiconque ne sachant pas à quoi il servait aurait dit que c'était un débarras rempli de vieux cartons, au centre duquel trônait une baignoire en inox un peu bizarre et où l'on remarquait, dans un coin, une glacière aux dimensions inhabituelles. Luis Guerra, le médecin légiste de Puerto Deseado, était assis sur une chaise, les pieds posés sur la table d'autopsie. Il avait dans les mains un téléphone que sa fille venait de lui offrir pour son 55e anniversaire. Il le manipulait en touchant l'écran avec l'index et le regardait, les lunettes sur le bout du nez. Par terre, à côté de lui, et pour toute compagnie, son inséparable tasse de café. « Enfin te voilà, Lorita !» J'étais sur le point de commencer tout seul. La vingtaine d'années qu'il avait passé à Puerto Deseado n'avait pas gommé son accent de Cordoba. « Tu m'as dit à 8 heures. Il est moins 10. Non, Leste, reste assis. C'est à moi de me baisser pour te faire la bise. » Riant de ma sortie, Louis saisit sa tasse et se releva quand même pour me claquer un petit baiser sur la joue. « Tu veux un café ?»« Non, merci, répondis-je, en accrochant mes affaires à un porte-manteau. Puis j'ouvris une armoire et enfilai une paire de gants en latex. « Si tu es prêt, on y va, car la journée d'aujourd'hui promet d'être très longue. »« Comme tu veux. Ici, le médecin légiste, c'est moi, donc je fais ce que demande l'assistante. »« Eh oui, parce qu'autrement, tu te retrouveras sans assistante, » répliquai-je avec un sourire. C'était vrai. Ma présence à la morgue était totalement volontaire. Je n'étais pas obligée d'assister aux autopsies, mais je le faisais parce que ça rendait la tâche plus facile à Louis et aussi parce que j'apprenais énormément de choses qui me servaient ensuite pour mieux comprendre les scènes d'homicide. Et puis, Louis était un professeur fabuleux. « Il est derrière laquelle ?» demandai-je en montrant les 4 portes de la glacière. Louis mit aussi des gants et contourna la table de dissection. Il saisit la poignée d'une des portes et la tira vers lui en faisant plusieurs pas en arrière. Le plateau d'aluminium de 2 mètres glissa vers l'extérieur jusqu'à ce que le corps de Julio soit totalement à découvert. En le voyant, j'eus un pincement à l'estomac, semblable à celui que j'avais ressenti la première fois que j'étais entrée dans une morgue. Pourtant, cela remontait à 15 ans. Et pendant toute cette période, en tant que policier, étudiant en criminalistique, puis tout au long de mon parcours professionnel, je n'avais plus jamais éprouvé cette sensation. Les cadavres étaient devenus un outil de travail. Mais celui-là n'était pas n'importe quel cadavre. Louis saisit les 2 poignées du plateau du côté de la tête. Moi, celle du côté des pieds. 1, 2, 3, compta-t-il. Et à nous deux,
nous soulevâmes le corps pour le déposer sur la table d'autopsie. Les pompiers, qui se chargeaient toujours du transport des corps à la morgue, les déposaient dans la chambre froide dans l'état où ils les avaient trouvés, ce qui expliquait pourquoi Julio était encore couvert de sang et pourquoi il portait les vêtements qu'il avait au moment de sa mort. Luis lui retira ses mocassins et ses chaussettes. Puis il prit des ciseaux sur une des étagères derrière lui et commença à découper son pantalon. Je fis de même avec la chemise blanche éclaboussée de sang. Quand le corps fut complètement nu sur la table, Luis ouvrit la douche et entreprit de le laver. Il lui fallut au moins 10 minutes pour enlever tout le sang séché qui lui couvrait le visage, les cheveux, le cou et les mains. Quand il eut terminé, il me montra du doigt son téléphone qu'il avait laissé sur une autre étagère à côté de sa tasse de café. « Regarde si celui-ci a une fonction dictaphone, comme le tien. Ils l'ont tous. Bon, enlève tes gants et mets-le-moi sur enregistrement, comme ça nous pouvons commencer. J'en ai assez de cette vieille guimbarde dans laquelle les bandes se coincent tout le temps, dit-il en montrant un magnétophone à cassette qui devait avoir à peu près mon âge et avec lequel Louis enregistrait jusqu'à ce jour le compte-rendu de ses autopsies. J'installai une application dictaphone sur le téléphone du légiste, je lançai l'enregistrement et laissai l'appareil sur une table à quelques centimètres des cheveux courts et encore humides du cadavre. « Je suis le médecin légiste Luis Guerra. Il est 8h24 du matin, nous sommes le 8 août 2017. Je suis assisté de l'officier Laura Badia pour procéder à l'autopsie de Julio Ortega à la morgue du tribunal de première instance de Puerto Deseado. Le corps présente de multiples lacérations et des hématomes sur le visage et le crâne, produits par des coups, probablement des coups de poing. Luis parcourut des yeux le corps de Julio et s'arrêta sur son ventre. Il y a également des hématomes dans la zone de l'abdomen, certains s'étendent jusqu'au sternum et la partie inférieure du thorax. Luis palpa l'estomac puis observa les bras, en les levant. Son regard se fixa sur le dos d'une des mains. Du revers du poignet, il fit descendre ses lunettes sur l'arête de son nez et s'approcha pour mieux scruter la main de Julio. Ces marques ont attiré mon attention quand j'ai examiné le corps la nuit où nous l'avons trouvé. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je en remettant mes gants. « Des lésions circulaires, mais elles sont anciennes. Elles étaient en voie de cicatrisation, on dirait des brûlures. Comme si on avait écrasé des mégots sur sa peau, dis-je en prenant la main pour l'examiner. En touchant le cadavre, je ressentis à nouveau cette angoisse, au creux de l'estomac, et je lâchai sa main. Les phalanges de Julio firent clunk en heurtant la surface en inox. « Ce ne sont pas des brûlures de cigarettes, » poursuivit Louis catégorique. « Elles sont trop profondes. Une cigarette s'éteindrait avant d'avoir traversé l'épiderme. Alors, je dirais un chalumeau ou un métal chauffé à blanc. Mais ça, nous en aurons le cœur net lorsque nous analyserons les tissus au microscope. De quand datent ces brûlures? Une semaine? Oui, ou peut-être un petit peu plus. C'est une des nombreuses inconnues que résoudra l'analyse. Mais commençons par l'examen macroscopique, car, pour le microscope, nous avons plus de temps. » Louis s'approcha d'une des étagères et ouvrit une boîte en métal qui avait la taille d'un livre. Il se retourna ensuite, tenant son bistouri dans une main et mon couteau dans l'autre. Je l'avais fait fabriquer par un artisan de Buenos Aires quand j'avais commencé à faire des autopsies à la faculté. La plupart de mes camarades préféraient le bistouri, mais moi, je trouvais le couteau plus commode. Et plus sûr aussi, car j'en avais moi-même conçu le manche et prévu un renflement au niveau de la jointure du bois et de la lame pour éviter de me larder un doigt par inadvertance. « Il faut vraiment l'ouvrir ?» demandai-je. « Eh oui, c'est une autopsie, » me répondit-il, étonné. « Nous ne savons pas si la mort a été provoquée par les coups qu'il a reçus sur la tête ou sur l'abdomen, ou si elle est due à toute autre chose. Nous devons au moins savoir s'il y a eu une hémorragie interne. » J'acquiesçai en silence. Pendant un instant, je me demandais à quoi cela servait, de savoir s'il était mort de coups reçus sur la tête ou ailleurs. N'importe qui aurait dit qu'on l'avait tué en le rouant de coups, et c'était ce qui importait vraiment. Je fermai les yeux et inspirai profondément. Je fus horrifiée de me voir raisonner de la sorte, comme le premier venu, comme si j'ignorais l'effet papillon que peut avoir un tel détail sur la sentence d'un jugement. « Tu veux l'ouvrir, toi ?» demanda Louis en me tendant le couteau au-dessus du cadavre. « Oui, » mentis-je. « Alors tu prends ton couteau, non ?»« Oui, bien sûr. » J'inspirai encore profondément et observai la lame en inox, rayée par les innombrables fois où elle était passée sur la pierre aiguisée. Au-dessus de nos têtes, la lumière crue qui se reflétait sur le métal se déplaçait sur le corps inerte au rythme du tremblement de mes mains. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien. »« Ne t'avise pas de vomir ici. Tu vas me gâcher tout le travail, Lorita. » Il accompagna cette phrase d'un sourire, mais son expression se figea quand il me regarda dans les yeux. « Laura, tu es toute palote. Veux-tu que nous sortions un moment ?»
Je fis non d'un mouvement de tête. Tu veux rentrer chez toi? Je peux me débrouiller tout seul. Je refusai plus vivement encore et j'appuyai le fil du couteau sur le sternum meurtri de Julio. Il ne me restait plus alors qu'à appuyer et à faire glisser la lame vers le bas comme je l'avais fait tant de fois. « Putain, qu'est-ce qu'il t'arrive, Laura ?» pensai-je en mon fort intérieur. « Rien, j'inspire profondément 3 fois et je commence, me répondis-je à moi-même. La vue du corps nu et livide de Julio me ramena à la mémoire le premier baiser que nous avions échangé à la sortie de l'école de commerce. J'avais alors 16 ans. J'inspirais. Je me souvins des lettres d'amour à l'eau de rose qu'il m'écrivait, et pourtant, c'était moi qui étais dingue de lui. Je me souvins aussi que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.